carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La censure. On en parle de la censure. On va en parler tout de suite. Un petit fait, un petit chiffre. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Poète, vos papiers. Poète, vos papiers. J'ai bu du Waterloo. C'est Léo Ferré, bien sûr. Poète, vos papiers. Il n'y a pas que poète, vos papiers. Tweetos, vos papiers. Dans la Tribune, un journal très sérieux, économie dans la rubrique Économie France, je viens de dire ça. La France, numéro 1 mondial de la censure de tweets. Les autorités françaises sont à l'origine de 87% des demandes de suppression de contenu reçues par le réseau social au niveau mondial. Je répète, les autorités françaises sont à l'origine de 87% des demandes de suppression de contenu reçues par le réseau social au niveau mondial. Alors ça y va, les dénonciations, les lettres, oui. 87%, on voit ce que reçoivent effectivement un certain nombre de hautes autorités et autres. C'est intéressant, c'est intéressant. Allez, coupez, surtout pas une tête qui dépasse, pas une information qui dépasse, pas une correction de fake news qui dépasse. Non, coupez, c'est extraordinaire quand même. La France, numéro 1 mondial de la censure de tweets, et je rappelle notre devise dans tous les frontons républicains, liberté, égalité, fraternité, mais attention, sous X, bien sûr. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, dans le face-à-face, André, vous recevez Laurent Amberton pour son livre Guerre aux éditions Magnus. Laurent Amberton, bonjour. Bonjour. Alors, la guerre, effectivement, on ne peut pas dire que vous soyez le pacifiste le plus achevé des lettres françaises, ou en tout cas des publications françaises. Je rappelle quand même, parce que je regarde juste quand même, et c'est intéressant, la France Orange Mécanique, la France Big Brother, Guérilla, 3 tomes, Guérilla 1, Guérilla 2, Guérilla 3, Éloge de la Force, Game Over, et puis là, après Raisonnablement Sexiste, vous sortez Guerre, donc carrément, Guérilla, Guerre, etc. Donc, le fameux slogan d'Emmanuel Macron qui fait partie de notre générique, nous sommes en guerre, vous êtes d'accord, nous sommes en guerre. Oui, mais pas contre le même ennemi que celui qu'il dénonçait lui, c'est-à-dire un virus respiratoire. Moi, je pense que le mal est bien plus profond que ça. Évidemment, c'est pas du tout la guerre à laquelle on pense, une armée contre une autre armée. Nous ne sommes peut-être même pas au courant, pour la plupart de nos contemporains, que nous sommes dans cette guerre. Cette guerre qui nous est faite, une guerre de l'information, une guerre morale, une guerre mentale, par des moyens de conditionnement sans précédent. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer, de montrer pourquoi nous sommes en guerre, contre qui, est-ce qu'il faut faire, ce que nous devrions faire pour pour essayer de se défendre. De renverser. Voilà, exactement. C'est plutôt de l'autodéfense, pour renverser manuel d'autodéfense, le cours de l'histoire, exactement. Alors justement, on va en parler parce que vous dites un certain nombre de choses. D'abord, vous dites, en fait, nous sommes en guerre contre un ennemi. J'allais presque utiliser les mots de François Hollande. Vous voyez, j'ai mes références en 2011 au Bourget. Notre vrai ennemi n'a pas de visage, n'a pas de truc, c'est la finance. Vous dites pas c'est la finance, vous en parlez, mais vous dites la secte. Vous parlez beaucoup de la secte dans le bouquin. C'est quoi la secte? Parce que secte, on va dire c'est la Mivilude, c'est quoi? C'est la scientologie, c'est quoi la secte pour vous? On pourrait résumer ça en dénonçant cette espèce de pouvoir moral qu'on veut nous imposer au quotidien. Alors si vous allumez votre télévision, vous regardez la publicité, vous regardez la production culturelle, les séries, vous écoutez les journaux télévisés d'information, vous écoutez les personnalités qui passent à la télévision, les sportifs, les artistes, les célébrités, et vous verrez que leur discours comprend toujours les mêmes éléments de langage, ceux qu'on veut nous imposer. On veut modifier nos façons de penser, on veut nous imposer des mots d'ordre. Et souvent, d'ailleurs, mes lecteurs sont assez frappés par ça. Quand ils sortent une phrase toute faite, une phrase qui a été écrite pour eux, je sais pas, la diversité est une chance, l'immigration est une richesse, etc. Ce genre d'allégations, slogans,
quand on leur demande, mais est-ce que c'est vous qui avez pensé cette phrase ou est-ce que vous l'avez apprise? Et si vous l'avez apprise, c'est que c'est le fruit d'un dressage, d'un conditionnement. On a voulu que vous pensiez ça et on a voulu vous menacer si vous pensiez autrement et vous récompenser si vous pensez comme il est convenu de penser. Et cette entreprise est assez titanesque. Elle n'a pas de chef, c'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est pas quelqu'un qui décide de ça. C'est une force qui s'échappe à elle-même. C'est une locomotive qui n'a pas de chauffeur et donc qui donne du pouvoir à tous ceux qui y participent. C'est-à-dire si moi c'est un avion sans pilote. Exactement, tout le monde peut participer. Si on s'attribue les sentences, vous savez, de la bien-pensance, on peut gagner en supériorité morale par rapport aux autres, à notre groupe. On peut menacer les autres, dire toi tu es l'extrême droite, tu es le facho, tu es le nazi, etc. Tout l'ostracisme habituel. Et bien cette secte, cette façon de penser, d'endoctriner les gens, de les contraindre pour leur bien, a pris une très grande importance dans notre pays et on peut s'en apercevoir quand on compare la volonté populaire aujourd'hui, ce que veut le peuple français et ce qu'on lui donne mais politiquement. Justement, oui, mais alors Laurent Berton, une secte quand même, quelle qu'elle soit, puisque vous parlez, c'est le mot que vous employez, a quand même ses cerveaux, a quand même ses gouvernants, a quand même des gens à la barre, ses élites, appelez-le comme vous voulez. C'est pas arrivé comme ça, et puis ce n'est pas d'hier, hein, c'est pas du gouvernement Macron, c'est quelque chose qui est là depuis des décennies. Vous le dites vous-même, mais même plus que des décennies. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vise à quoi, en fait? Quand vous dites les éléments de langage, effectivement, on voit un certain nombre de choses qui sont dits et redits, et vous avez vraiment l'impression que ce sont des choses, évidemment, pas fabriquées en complot dans une officine par quelques hommes gris, mais c'est quoi? C'est quelque chose quand même, il y a quand même des gens, je ne dirais pas à la manœuvre, mais tout de même. C'est exactement comme une secte classique. Vous avez des gourous, et les gourous, ce qui leur importe, c'est pas la réalité qu'ils défendent. Peut-être qu'ils croient sincèrement à ce qu'ils racontent, que si on se tire une balle dans la tête, on va s'envoler sur Sirius et tout sera mieux. Peut-être qu'ils y ont cru. Mais ce qui importe anthropologiquement pour eux, c'est le pouvoir, c'est d'avoir une emprise totale sur les âmes. Et l'appareil d'État, par exemple, donne des pouvoirs considérables à des individus. Et c'est avant tout ce qu'ils recherchent. S'ils pensent qu'ils sont là pour le bien de l'humanité, l'égalité ou je sais pas quoi, ils se mentent à eux-mêmes pour simplement... Parce qu'il y en a qui pensent sincèrement. Ça, bien sûr, mais malheureusement, les gens comme ça sincères sont souvent les plus dangereux parce que c'est là qu'on a les fanatiques. Alors justement, cette secte-là, vous dites, enfin on le voit tout le long de votre livre, elle est quand même extrêmement puissante. Vous dites, elle travaille à tous les étages, à tous les niveaux de la société. Alors sur quels sont les paramètres, quelles sont les lignes de force ou les lignes de cette secte? Quels sont je ne dirais pas les mots d'ordre, mais quels sont les paramètres les plus importants qu'elle essaye de faire passer ou de faire imprimer? Ça tourne autour d'une idéologie qui est égalitaire. Anciennement, on pourrait dire communiste ou socialiste, enfin une idéologie plutôt axée à gauche, qui vise à justement éliminer toute forme de contre-pouvoir. C'est-à-dire, elle a la morale supérieure et rien d'autre. Elle est le bien. Elle est le bien absolu et rien d'autre ne peut coexister. Et celui qui va essayer de diverger par rapport à ça est déjà dans le mal, il est déjà suspect et il faudrait déjà le réduire. Et comme cette secte a... elle ne tolérera pas de médias discordants, d'expressions culturelles disharmonieuses. Elle se battra contre des Elon Musk qui sont un peu trop libres à son goût. Elle veut mettre tout le monde à son diapason. Et ça, c'est sa caractéristique. Et elle est surpuissante puisque l'appareil d'État aujourd'hui, il a mis sous sa coupe la culture, il a mis les médias sous sa coupe, sous son contrôle, l'université, etc., etc. Donc c'est une puissance de feu considérable. Oui, certes, mais regardez, il n'y a pas que vous, il y a quand même en France et ailleurs, des voix dissidentes qui se font entendre. On ne peut pas dire qu'elles sont étouffées. Enfin, on n'est pas en Corée du Nord, ou en Russie, ou en Iran, ou ailleurs. Non, mais c'est ça qui est la force aussi de ce système, c'est qu'il n'a pas besoin de goulag pour régner et pour écraser ses opposants. Simplement, il contrôle assez largement l'accès à la notoriété, par exemple, par les écrans de masse. Et monsieur moyen, aujourd'hui, le citoyen lambda, va passer beaucoup plus de temps avec le JT de, je sais pas, TF1, de M6 qu'avec la réalité.
Donc, on va reconstruire un petit peu son paysage mental, sa vision du monde. Et les voix dissidentes, si elles peuvent exister, eh bien toute la force de la secte réside dans ce contrôle de son audience. Nous sommes peut-être des voix dissidentes, mais nous n'aurons jamais l'exposition médiatique colossale dont bénéficient, je sais pas, les représentants de ce pays, par exemple. Alors, vous parlez des hérétiques, hein, ceux qui sont les dissidents. Vous, dans votre livre, vous parlez des hérétiques, etc. Et donc, vous expliquez comment et de quelle façon, on va en reparler, comment, effectivement, on peut exister, disons, ou se dresser contre. Mais dites-moi, beaucoup d'hérétiques ont fait aussi des sectes. Ah oui, absolument. C'est un gros risque aussi, c'est-à-dire le règne du mensonge est tellement puissant que beaucoup de sceptiques vont chercher d'autres chapelles et pas forcément les bonnes. C'est-à-dire le contraire d'une erreur n'est pas forcément une bonne chose non plus. Oui, voilà, on peut se planter, et d'ailleurs énormément, on le voit, de gourous complotistes, etc. ont un succès d'audience phénoménal avec des théories complètement délirantes. Parce qu'il y a ce besoin d'explication simple des choses, et comme à peu près tout nous échappe, on va avoir tendance à se ranger derrière ces gens qui ont l'air sûrs d'eux. On cherche les gens qui nous donnent des béquilles en kit, sur lesquelles on pourra boiter. Hein, c'est un peu ça. Mais justement, alors, comment faire ? Vous en parlez longuement dans votre livre. On va après une petite pause, on va essayer de parler de l'implantation effectivement de la secte et de ce que vous appelez la secte et comment résister. Laurent Oberton est notre invité aujourd'hui pour son livre Guerre aux éditions Magnus. Si vous avez une question ou une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et je suis pas le seul, Laurent Oberton aussi, qui vient d'écrire Guerre aux éditions Magnus. Il y a quelque chose quand même, à un moment donné, c'est intéressant. Vous provoquez Laurent Oberton, mais c'est bien de provoquer. Vous dites dans votre livre, vous écrivez « La démocratie n'est pas une solution ». Je dirais même, attention, vous allez loin, hein, qu'elle constitue le problème. Son principe consiste à attiser la peur et la crédulité des foules pour les manipuler de plus belle et légitimer un pouvoir inefficace et totalitaire qui restera soumis dans tous ses rouages aux lois de la secte tant que la secte fera la loi. Et vous ajoutez, par exemple, en illustration, un parti qui fait 1,7% des voix au présidentiel peut contrôler le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Vous parlez du Parti socialiste, of course, hein, dont aujourd'hui Didier Migaud est ministre de la Justice et garde des Sceaux. Mais attendez, alors Laurent Oberton, d'accord, c'est très joli, mais la démocratie, disait Churchill, le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que moi, dans votre livre, il y a des choses très intéressantes, et beaucoup de choses très intéressantes, et en même temps, on se dit, oui, mais d'accord, mais comment on peut incarner cela, actualiser cela ? Alors, c'est justement la thématique, la deuxième de la troisième partie de ce livre, d'expliquer que pour se faire respecter d'un pouvoir comme ça, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir qui soit suffisamment fort. Et l'électeur, le pas content, le manifestant, ne représente pour l'instant rien de tout ça. On n'a pas su constituer, on n'a pas su imposer à ce pouvoir un minimum de respect, de considération. Le pouvoir se sent aujourd'hui tout permis et on a envie de lui donner raison, puisque on vous faisait référence à Laurent Fabius par exemple, qui peut annuler totalement un projet de loi parce que Laurent Fabius l'a décidé, et passer par-dessus la volonté populaire. Donc à partir de là, si on accepte de se faire marcher dessus comme ça, on acceptera absolument tout. Et le pouvoir, c'est ce qui se dit. Il se dit, ils sont pas organisés, il n'y a pas de figure émergente, on fait ce qu'on veut. Et encore une fois, c'est difficile de lui donner tort pour l'instant. C'est pour ça que j'explique que les citoyens éveillés ne peuvent pas se contenter de commentaires sur Internet ou de râler ou de trouver qu'ils sont très méchants. Ils doivent trouver en eux les moyens de devenir beaucoup plus
problématiques que ça, des hérétiques dangereux en quelque sorte. Donc ça passe évidemment par des efforts de développement personnel bien plus conséquents que ceux auxquels on assiste aujourd'hui. Donc vous dites réarmement en caractère, etc. Moral déjà dans un premier temps, pour faire trouver des moyens, parce qu'encore une fois, cette impression de désespoir, moi, me frappe, quoi. Les gens vont vous dire tout est foutu, de toute façon on peut rien faire, mais qu'est-ce que vous avez essayé de faire? On a essayé de voter puis après on a arrêté. Ça c'est rien, ça c'est pas faire quelque chose. On doit trouver beaucoup mieux, et j'essaie de trouver des offres stratégiques dans ce livre pour devenir un contre-pouvoir, justement. Alors justement, ces offres stratégiques, on va en parler, parce que vous en parlez dans votre livre, mais est-ce qu'elles ne sont pas encore, et une critique qu'on peut vous faire, trop abstraites? C'est-à-dire que quand vous dites, et vous n'avez pas tort, que personne ne vous donnera tort en disant réellement moral, force du caractère, et vous dites quelque chose de... Et c'est un combat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne voit pas de contre-pouvoir organisé. Il y a effectivement le jeu, les retraites, évidemment on se bat là-dessus, les réactions, les contre-réactions, les syndicats, ceci, cela, etc. Mais en fait, quand apparaît un mouvement, est-ce que pour vous, Laurent Berthold, je vous donne dans ces dernières années, est-ce qu'il y a eu des mouvements ou des formations ou des actes qui auraient pu constituer un contre-pouvoir organisé, même s'ils n'ont pas abouti? Ça existait, on peut penser à la Manif pour tous, qui était un contre-pouvoir moral en quelque sorte, qui a foncièrement déplu au pouvoir en place, parce que ça n'incarnait pas du tout ses valeurs, son idéologie progressiste, et donc ce mouvement a été diabolisé. Elle est encore aujourd'hui très, très violemment par la gauche, par les activistes, par les grands médias. On a eu aussi les Gilets jaunes. Alors je voudrais vous poser une question, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Pourquoi, et c'est vraiment une question que je me suis posée, je ne suis pas le seul, pourquoi la manif pour tous, qui a drainé 1,5 million de personnes à un moment donné, ne s'est pas transformée, peut-être pas en parti, mais en mouvement politique? Pourquoi, à l'intérieur de cela, il n'y a pas eu une traduction? C'était déjà il y a quelques années, plus d'une décennie. Qu'est-ce qui a fait Quand un mouvement comme ça ne se traduit pas dans les faits, c'est qu'il y a deux choses. C'est qu'il y a un manque de figures, de leaders pour reprendre tout ça, qui aurait fait l'unanimité à ce moment-là, et aussi un manque de détermination des acteurs eux-mêmes du mouvement. C'est-à-dire, on a manifesté, on s'est montré, on a passé du bon temps dans la rue, mais on va pas aller plus loin. On a tous notre situation, notre carrière, notre petit confort, notre quotidien, et on rentre chez soi. Et malheureusement, beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui très en colère, très préoccupés de la situation, ne feront jamais rien de plus. Les Gilets jaunes, ça allait déjà plus loin, mais on a eu exactement le même phénomène. On n'a pas eu de leader, on n'a pas eu de constitution de l'organisation, ce qui a fait qu'elle a été rapidement digérée par les protestataires habituels qui se sont mis, je vous rappelle les Gilets jaunes, l'idée c'était quand même de demander moins de fiscalité, moins d'État, et finalement c'est devenu un mouvement étatiste qui demandait beaucoup plus de fiscalité, d'intervention, de redistribution, etc. Donc on a géré ça comme ça. Oui, et les Gilets jaunes, les vrais, ont été trahis en quelque sorte. Complètement, ils ont été digérés par le système. Et est-ce que vous mettez par exemple des tentatives ou pas du tout, comme Reconquête ou autre, dans cette mouvance-là ou pas? Ah oui, tout à fait. Ou les identitaires. Les identitaires, par exemple, ou Reconquête, en effet, on se sont heurtés à angle droit en quelque sorte aux préconisations de la secte. Et l'ont payé médiatiquement, parce que vous avez vu les campagnes de conditionnement médiatiquement et juridiquement aussi. Les identitaires ont été dissous, si je ne m'abuse, par Gérald Darmanin, un de ses faits d'armes. Et on voit bien que face à ce système, ils ne font pas le poids encore. C'est très difficile d'exister contre cette force à salir. On appelle ça diaboliser, mais bon, clairement, ça vise à salir les individus. Et ça a encore une influence réelle sur nos concitoyens qui ont peur. On leur fait peur, on joue là-dessus. Nous sommes un troupeau domestique, comme je le répète souvent. Et à partir du moment où on vous dit, si ces types-là arrivent au pouvoir, c'est les heures sombres et le soleil arrêtera de briller, eh bien le citoyen se range derrière le maître habituel, celui qui est le plus rassurant entre guillemets, même s'il fait n'importe quoi. Ouais. Alors c'est effectivement le mouvement, et puis de temps en temps, et on va en parler avec Laurent Berthold, ce mouvement s'inverse, ou en tout cas change de direction. On ne sait pas encore pour où, mais on va prendre des exemples très précis. Effectivement, c'est la guerre. Comment la mener? On en parle tout de suite après cette petite pause.
Et un numéro de téléphone, ne l'oubliez pas, c'est 0826 300 300 pour toute question ou réaction. À tout de suite dans la suite de Berkoff dans tous ses états. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et on l'est tous, on l'est tous dans tous nos états en ce moment. Laurent Oberton, Guerre, qui vient de paraître, qui paraît demain, d'ailleurs en librairie aux éditions Manus. Vous dites un combat dont vous êtes enfin le héros. Ouais, attends, encore faut-il, justement, c'est quoi devenir un héros, Laurent Oberton? Même à un niveau basique, je dirais, parce que à un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort. On sort comment de sa zone de confort? Vous dites quoi aux gens qui disent oui, c'est très bien, on est d'accord avec vous, on est d'accord. Mais on fait quoi? Moi, vous comprenez, j'ai ma vie, ma femme, mes enfants, ou mon mari, mes enfants, je dois gagner ma vie, alors c'est très joli tout ça. Je fais quoi et je commence par faire quoi? Faire, c'est vraiment passer de 0 à 1, c'est changer des toutes petites habitudes au départ, avoir simplement quand on est avec les collègues à la machine à café et qu'une discussion arrive, eh bien ne pas parler contre soi, contre ce qu'on pense, contre mais ce ne qu'on a pas envie avoir de dire. peur de dire les choses. Parce que c'est sur notre peur que tout se fait, que tout se joue. C'est parce que on a peur de notre groupe, de ce fameux ostracisme, le fameux chantage aux heures sombres, etc. On n'a pas le droit de penser certaines choses. Eh bien, dès que quelqu'un ose simplement formuler une pensée très moyenne, très sens commun, on se rend compte que les autres n'attendent que ça, de se dire ah oui, moi je suis d'accord avec ça, et ça soulage parce qu'il a osé le dire et je vais le suivre. Et malheureusement, on a cet effet un peu bande sardine, cet effet suiveur, et trop peu des éveillés aujourd'hui osent avoir cette valeur d'exemple. Donc mouiller un petit peu le maillot, on parle simplement d'une conversation, on risque pas grand-chose à la machine à café, peut-être à part perdre un débat entre collègues, c'est pas grave, ça arrive, mais je pense que chacun doit faire un peu plus, justement, pour incarner ce côté réfractaire dont parlait notre président bien-aimé. Il faut monter le niveau considérablement. Là, on est beaucoup trop dans une situation d'attente. On a beaucoup trop peur pour notre image, notre réputation et tout ce qui s'ensuit. Donc, il faut
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Guerre de Laurent Oberton aux éditions Manus, ça paraît demain en librairie. Et ce qui est intéressant, parlons-en un tout petit peu. Dans votre livre, Laurent Oberton, vous parlez des armes, effectivement, de la secte. Et parmi ces armes, d'ailleurs, on a parlé de la persuasion clandestine ou pas, on a parlé du consensus, de la fabrique du consensus, on a parlé du management par la peur, du gouvernement par la peur, on a parlé de tout cela, on a parlé de l'éloignement du camp du mal, hein, bien sûr, des mauvais esprits. Enfin bon, c'est classique, ça existe depuis des siècles, on pourrait dire, mais évidemment, avec les médias d'aujourd'hui et les réseaux sociaux, la capillarisation, elle est mondiale. Est-ce que ça a changé quelque chose, justement? Je me demandais, les réseaux sociaux, les alternatives qui ont paru quand même depuis moins de 20 ans, c'est rien. Ça a vraiment changé quelque chose, en particulier pour l'hérésie, c'est-à-dire ceux qui pensaient mal. Pour les hérétiques. Oui. Voilà, se sont retrouvés dans cette chose un peu souterraine. C'est un peu comme s'il y avait des égouts sous les palais et qu'ils se sont mis à échanger entre eux, à se rendre compte qu'ils n'étaient pas seuls. Ce que je vois existe donc, et d'autres voient la même chose, et ils ont commencé à se structurer comme ça. Moi, j'ai vraiment vécu cet essor-là, et je n'aurais pas eu je pense, ces succès de librairie, par exemple, si j'avais pas eu mes réseaux sociaux pour en parler, pour dire il y a mon livre qui sort, etc. Et tout le monde partageait ça. Et ça a réellement créé un contre-pouvoir que le pouvoir a mis du temps à comprendre et en quelque sorte à raisonner en contrôlant le contenu. Vous avez parlé de la censure hallucinante exigée par les autorités françaises sur Twitter, par exemple, et sur d'autres réseaux sociaux. Avec une censure insidieuse, c'est-à-dire une exposition qui est restreinte, que certains ne voient pas, etc. Le shadow banning, oui, voilà, qui sont subtils mais qui fonctionnent efficacement. Mais ça a quand même échappé à ce pouvoir. Il y a les réseaux sociaux. Il n'a pas réussi à raisonner. Voilà, c'est trop tard maintenant pour les interdire purement et simplement, et c'est difficile de les contrôler. Oui. Et c'est vrai que ça change un peu, enfin ça change la donne incontestablement, et vous avez raison. Vous parlez d'une quelque chose que nous sentons ici, moi que j'ai senti vraiment quand je me balade à travers la France et ailleurs, même au Québec et en Suisse et ailleurs, c'est qu'ils disent, vous savez, grâce à vous, on n'est pas seul. Quand je dis grâce à vous, pas moi, mais enfin les invités, tout ça, quoi. Je veux dire. Exactement, mais c'est exactement ce qu'on me dit très souvent. Ouais. Merci, parce que j'avais l'impression de délirer tout seul dans mon salon, et on existe. Ouais. On existe, et en réalité, je pense même qu'on est majoritaire. Et ça, c'est l'étape d'après, de prendre conscience de la force qu'a cette population qui a l'air fragile parce qu'elle est privée de l'accès à l'existence publique. Vous pensez que les hérétiques potentiellement sont majoritaires? Ah oui, je pense certainement. Les idées hérétiques en France sont majoritaires. Ça se traduit pas encore électoralement parce qu'il y a cette pression de conditionnement très forte. On menace du pire, le mal votant. Donc beaucoup de Français qui n'en pensent pas moins n'osent pas mal voter encore. Mais leurs idées, je pense, sont majoritaires. Oui, d'ailleurs, on le voit déjà par Et justement, une des armes, je voudrais qu'on parle aussi de ça, Laurent Oberton, vous l'abordez dans votre livre, le wokisme, etc. C'est intéressant parce que, quelque part, c'est minoritaire, mais quand on voit que, par exemple, Dora Muto et Marguerite Stern qui écrivent Transmania, c'est-à-dire c'est aussi aux éditions Magnus, vous voyez, je fais de la pub pour vos éditions, mais quand on pense qu'ils sont allés faire un meeting, là, je ne sais pas où c'était, à Lyon ou ailleurs, et qu'on a pratiquement incendié, on a saboté un immeuble entier où se passait la réunion. Enfin, ça paraît un cas, bon, elles expriment leurs idées, et on essaye, il faut absolument l'empêcher, quoi. Ça arrive à ce stade. C'est démonstratif, c'est un livre qui est parfaitement, il y a absolument rien d'illégal dans ce livre, c'est un contenu qui est justement très fouillé, très documenté. On nous avait promis des plaintes, etc., et des procès, et ça n'aura pas lieu parce que personne n'osera aller jusque-là. Ouais. Et voilà, on voit une simple conférence autour d'un livre dans un cadre privé qui mobilise des activistes qui vont insulter, vandaliser, qui vont tout faire pour empêcher la tenue sereine de cette manifestation. Ça fait peur quand même. Et
on n'a pas vu un empressement fou des grands médias à dénoncer un tel scandale. Donc c'est là qu'on voit aussi cette prégnance du wokisme dans les universités françaises, parce qu'on avait énormément de contre-manifestants qui étaient la plupart du temps des étudiants. Et c'est très difficile aujourd'hui, par exemple, quand vous étudiez dans les sciences sociales, d'avoir une opinion divergente sans vous faire insulter de complicité, de fascisme et je ne sais pas quoi. Et ça participe de l'orientation politique affichée. Beaucoup de jeunes préfèrent montrer patte blanche et se dire oui, moi je suis contre Moutot et Stern parce que ça doit être des personnes très méchantes, sans même le penser, mais simplement pour ne pas avoir de problème. Oui, et puis comme ça, pour mes diplômes et pour mes avancements, il vaut mieux que je fasse gaffe, quoi. Si on tient à faire carrière de sociologie, il vaut mieux être contre Dora Moutot et Marguerite Stern. C'est terrible à dire, mais c'est une vérité. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que peut-être il ne serait pas totalement malséant de diminuer, peut-être de faire le numerus clausus sur la sociologie, la psychologie, et un peu moins sur les sciences, la médecine, etc. Moi, je suis évidemment totalement de cet avis, mais malheureusement, je pense que ça arrange bien, encore une fois, le pouvoir d'avoir cette jeunesse dans un état de semi-oisiveté, dans des cursus qui servent pas à grand-chose, à part les occuper et à part en faire des soldats de demain, des activistes qui demanderont, encore une fois, parce que c'est ça aussi le fond de la chose, c'est que ces activistes sont toujours ultra étatistes, ils vont toujours demander des interventions partout, des subventions pour l'association machin, des trucs qui n'ont aucune utilité, mais bon, ils vont exister, ils vont occuper l'actualité, le paysage politique, sans être dangereux. Ce sont justement des faux hérétiques. Intéressant, parce que, et d'ailleurs, c'est des gens qui demandent des subventions en se masquant sous la subversion. Ah oui, c'est subversion, subvention. C'est absolument génial et on le voit très bien. On voit aujourd'hui, je sais pas, vous prenez Manès Nadel par exemple, un porte-parole comme ça des lycéens en colère. On sait qu'il finira avec un très bon poste, peut-être à la mairie de Paris ou peut-être un cabinet, je ne sais quoi. Mais le système les gâte beaucoup, ce genre d'individu-là. Ouais. Et donc, alors en fait, dites-moi, si je comprends bien, cette guerre dont vous parlez, c'est un travail d'Hercule, ça, Laurent Berton. Oui, et même Hercule, il n'était pas prêt à ça, au wokisme, il n'était pas prêt à ce qu'on rebaptise les noms de plantes parce qu'ils sont offensants ou ce genre de choses. Il n'aurait pas compris comment faire face à ça. C'est même plus les écuries d'Augias. Et c'est pire qu'une hydre, c'est ce que j'explique. Il pourrait couper toutes les têtes qu'il veut, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a pas un chef au-dessus et tout est... Non, c'est... Vraiment, cette secte a pondu des œufs en quelque sorte dans tous les esprits. On a tous en nous ces peurs apprises et inculquées, et il faut s'en débarrasser. Il faut commencer par nous, et puis après notre entourage, nos proches, etc. Grosse bataille à mener, quoi. Exactement, c'est un combat, mais vraiment de tous les instants. Surtout que Hercule, c'est le patriarcat, hein. Faut pas oublier. Oh, en plus, oui, c'est vrai que c'est très mauvais. Attention, c'est pas un exemple à suivre, ça. Voilà, je vous recommande, lisez-le et lisez Laurent Oberton, ça fait partie effectivement, mais ne vous contentez pas de le lire. Après, appliquer. Sinon, si vous voulez, on lit, c'est très bien, il faut lire tout le monde, il faut lire les grands auteurs. Et d'ailleurs, je répète toujours, lisez. Le livre, c'est la racine, c'est passionnant et c'est radical. Mais simplement après, travaillez sur vous-même, travaillez avec les autres. Laurent Berton était notre invité pour son livre Guerre aux éditions Magnus, une émission que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube ou en replay sur notre site. On se retrouve dans quelques instants pour le flash d'information. Sud Radio. Parlons